Pixel-moi une muse. Création, art, émotion, technologie. Technologie, émotion. Art, création, art, émotion. Émotion, création, art, technologie, technologie. Art, technologie, émotion. Art, technologie. Technologie. Bonjour à tous et merci de rejoindre le programme Pixel-moi une muse, l'émission qui se questionne sur le monde contemporain. Nous débutons aujourd'hui un nouveau triptyque, 3 épisodes au cours desquels nous aborderons une question au centre même de notre société. Ordinateur, fixe ou portable, smartphone, tablette, surface, ces objets ont afflué et sont maintenant des composantes quasi vitales de nos quotidiens qui désormais semblent dépendants de tous ces microprocesseurs. Mais jusqu'où va l'influence de ces nouvelles technologies et surtout ont-elles réussi à s'immiscer dans les domaines dans lesquels jamais la possible substitution de l'homme par une machine n'avait été envisagée ? Notamment dans le domaine de l'art, où le rapport entre l'artiste, son œuvre et le public ne laisse pas de place à la froideur de nos circuits électriques, ne pourrait-on pas imaginer que l'ordinateur devienne capable de recréer chez nous les mêmes émotions que les plus grands artistes ont suscitées dans nos tréfonds ? La même beauté que celle de Michel-Ange ou de Picasso ne pourrait-elle pas être recréée par quelques lignes de code ? Il s'agira donc ici d'établir un lien entre nouvelles technologies et beauté, et voir comment est-ce que les unes peuvent potentiellement recréer l'autre. Mais vu que nous allons aborder des termes très généraux comme celui de beauté, il nous a semblé important d'accorder un temps à une réflexion autour de ce terme et de voir comment est-ce qu'à travers l'analyse de ce concept de beauté, nous pourrions éventuellement le mettre en lien avec les nouvelles technologies. Et de plus, il semble intéressant de regarder derrière nous, avant le XXIe siècle et l'immense essor des microprocesseurs, et de voir si une autre forme de technologie n'a pas déjà contribué à la production artistique et à la production de beauté. Vous vous imaginez bien que notre petite rédaction n'a pas les éléments de réponse à ces immenses questions, et c'est pour cela que nous avons fait appel à des personnalités qui, spécialisées dans ces domaines-là, sauront peut-être nous apporter quelques fragments de compréhension autour de ces problématiques. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Frédéric Museau. Vous êtes universitaire, professeur de philosophie à la Sorbonne, Paris 4, et spécialisé dans les questions qui ont attrait à l'esthétique. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la construction du principe et du concept de beauté et comment est-ce que vous envisagez une potentielle connexion avec les nouvelles technologies que nous connaissons aujourd'hui. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je dirais que traditionnellement, le beau a été défini par la théorie platonicienne. En effet, le beau pour Platon est une vertu, et en cette qualité, selon la théorie de l'unité des valeurs, il doit avoir une sorte de correspondance, une union avec les autres vertus. Immédiatement se pose un problème. Comment définir un critère unique de beauté servant de standard dans des domaines aussi divers que la justice, la vérité, la morale, etc. Comment d'autre part admettre que le beau du monde intelligible de Platon se transmette dans le monde sensible ? Finalement, Platon résout cette question en faisant dire à Socrate dans son Gorgias que la beauté peut être définie comme un mélange d'ordre et de proportion. Ainsi, la beauté sensible d'un objet nous permet, parce qu'elle répond à l'idée de l'idéal de beauté, de définir par analogie quelles valeurs sont belles. Une décision juste et belle parce qu'elle rétablit l'ordre brisé par le délit qu'il s'agit de punir. Platon ne s'intéresse que peu à l'art lui-même, mais on comprend que dans cette doctrine, l'artiste serait censé exprimer une certaine pureté morale dans le monde sensible. On retrouve ici la vision des maîtres de Socrate même, puisque Pythagore avait un siècle plus tôt développé une doctrine assez similaire, mais lui recherchait la beauté dans un versant encore plus mathématique, puisqu'il s'était intéressé à la beauté telle qu'elle pouvait être représentée par l'arithmétique et la géométrie. Merci de ces précisions. Nous avons là une panoplie de théories
qui viennent éclairer déjà sur le concept de beauté. Mais une question persiste, comment est-ce que ces notions-là se sont-elles incarnées dans l'art au fil des années? Et pour répondre à ceci, nous avons fait appel à Mireille Ribaud, qui elle aussi est chercheuse et enseignante à la Sorbonne en histoire de l'art, et va venir nous éclairer sur ce point précis qui est à savoir comment est-ce que ces concepts métaphysiques ont trouvé leur place dans l'art. Mireille, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc oui, en effet, en partant de tous ces principes évoqués par Frédéric, en effet, les artistes ont très longtemps essayé d'identifier les normes d'une beauté objective. Longtemps, il n'y a pas eu de distinction établie entre la figure de l'artiste et celle de l'artisan. Voilà, l'art, c'était l'application d'une technique. Et notamment, cette conception-là culmine durant la Renaissance, par exemple. Parce que vous savez, durant la Renaissance, les grands artistes et les théoriciens de l'art sont aussi des mathématiciens et des scientifiques. Donc il y a des traités qui sont écrits sur la peinture, sur l'architecture, notamment par Léon Battista Alberti ou Piero della Francesca. Et même, Léonard de Vinci, par exemple, vous le savez bien, étudie et dissèque des corps humains en vue d'un traité sur l'anatomie. Donc de nouvelles techniques apparaissent pendant la Renaissance, des techniques presque scientifiques, notamment la perspective, qui est... alors la perspective, on pense que les premières expériences viennent de Brunelleschi, qui vers 1425 faisait des petites expériences avec des miroirs sur des places à Florence. Après, il y a eu la Trinité de Masaccio, qui est le premier exemple connu de représentation de la perspective à un point. Et puis, Alberti va théoriser la perspective dans son ouvrage De Pictura entre 1435 et 1436. Et donc, cette technique-là est vraiment théorisée comme une approche un peu scientifique, mathématique. Voilà. La Renaissance, c'est aussi le moment où a été théorisé et vraiment mis en exergue le nombre d'or. Voilà. Vous le savez, donc le nombre d'or, c'est un concept mathématique qui est énormément utilisé dans beaucoup d'œuvres de la Renaissance. Et donc le nombre d'or avait déjà été évoqué par Euclide, bien sûr, mais c'est Luca Pacioli qui le théorise de manière formelle dans De la proportion divine, écrit vers 1509. Et donc cet ouvrage, illustré par Léonard de Vinci, entre parenthèses, explique et fait l'apologie du nombre d'or. Et donc c'est un ouvrage qui est mathématique, ce n'est pas un ouvrage au départ d'art, mais voilà, ça va beaucoup influencer l'art, et de fait, de très nombreuses œuvres de la Renaissance, comme je l'ai dit, utilisent le nombre d'or. Donc voilà, l'art de la Renaissance, c'est vraiment la conception de la beauté classique que nous a décrite Frédéric, avec des proportions équilibrées, une certaine harmonie, une certaine symétrie. Bon, c'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Et donc la Renaissance, c'est vraiment un courant où la production de la beauté est associée à des règles mathématiques. Et on retrouve aussi cette philosophie pendant la période classique, avec une production de l'art comme production de beau qui suit des règles très formelles, unité de temps et de lieu, bienséance, harmonie, symétrie. Mais pourtant, cette recherche d'un beau objectif débouche assez rapidement sur une impasse. Ainsi, suite à la Renaissance, la création de l'Académie en 1648 institutionnalise le débat sur les règles de la beauté. Et pour la première fois, on se rend compte qu'en fait, ces règles objectives qui sont censées caractériser le beau, ces règles d'ordre et de proportion, ne sont pas tout à fait les mêmes quand on passe d'un individu à un autre. La conception objective n'est d'abord pas remise en cause. Simplement, on se rend compte que les différents experts en ont des idées différentes. C'est alors qu'émerge progressivement une part de subjectivité, avec ce qui sera appelé le goût. Et le père Bouhours, qui est un philosophe de cette époque-là, est un des premiers à oser sortir du paradigme de l'objectivité de la beauté. Ainsi, il écrit « La délicatesse ajoute je ne sais quoi au sublime et à l'agréable. Cela confère à l'art un caractère d'espace autonome. On observe une émancipation de la raison totalisante posée par Leibniz dans la tradition platonicienne. De même, la figure de l'artiste gagne en noblesse.
spécialement dans le domaine aristocratique par excellence, celui de la peinture historique. Donc, si on vous suit bien, il y aurait une tendance à la subjectivation de la beauté. N'y a-t-il donc pas un risque quelque part de perdre la dimension universelle de l'art ? Alors évidemment, mais pas dans la pensée de l'époque. En effet, lorsque je dis c'est beau, je constate un sentiment, mais en même temps je fais part de mon ambition, si vous voulez, de faire partager ce sentiment à l'ensemble de l'humanité. Ainsi Hume, qui est un des premiers dans le domaine philosophique à œuvrer pour une réforme radicale de la notion de beauté, nie que les choses puissent être belles en soi. Il ne refuse pas pourtant une beauté universelle, mais il pense que celle-ci doit être considérée dans son acception pratique plutôt que dans son acception théorique. En d'autres termes, le critère de la beauté universelle est à trouver dans la disposition de la nature humaine et pas dans des normes divines telles que présentées par la tradition pythagoro-platonicienne. Le débat tel qu'il se déroule à l'Académie ne vise pas à autre chose qu'à identifier cette norme du beau. Deux juges ont un goût extrêmement sûr quand il s'agit de le déterminer. D'une part, il y a le temps. Le temps agit comme un filtre retenant les œuvres belles. D'autre part, l'expert, auquel est conféré, est attribué un jugement plus fin que la moyenne. Alors existe-t-il des artistes ayant souhaité adopter une approche encore plus radicale, prêchant l'abolition des règles de la beauté ? Oui, en effet, il a existé des courants artistiques qui étaient vraiment des contre-courants, qui étaient des réactions à la culture artistique rationnelle dominante. On pense bien entendu au mouvement romantique, qui est né du rejet de l'art classique. On met en valeur les émotions, l'irrationnel, l'imagination face au rationnel et aux règles. Voilà. Le romantisme, c'est le mouvement qui déplace les lignes, comme le dit Baudelaire. Il n'y a qu'à regarder des tableaux comme le radeau de la Méduse de Géricault, que vous connaissez tous. Ce tableau, c'est un amas de chair, de corps décharnés, malades. On est très loin de la représentation classique des corps avec équilibre et harmonie. Et puis il y a d'autres courants qui mettent en avant d'autres éléments que le rationnel comme source de création. Les artistes surréalistes, par exemple, qui s'appuient sur l'inconscient, avec notamment les théories de Freud, qui s'appuient sur notamment dans l'écriture, les associations d'idées, l'écriture automatique. On le voit notamment avec vous voyez les œuvres de Dali, par exemple, qui sont parfois, même souvent, la toile de ses fantasmes, l'expression de ses rêves. Et dans une œuvre de Dali, je ne sais pas si vous prenez l'exemple de l'œuvre qui s'appelle Construction molle au haricot bouilli, c'est pas l'harmonie au sens classique du terme qui est recherchée ici. Donc oui, il y a bien des mouvements artistiques qui mettent en exergue la subjectivité, l'artiste met en exergue son être, son moi profond, et des mouvements qui surtout cherchent à renverser, à s'opposer à ce carcan, à toutes ces règles classiques de la beauté. Alors comment réconcilier ces tendances contradictoires entre universalité du beau et caractère unique de l'œuvre ? Alors, la solution est à chercher dans l'œuvre de Baumgarten, un philosophe allemand aujourd'hui méconnu du XVIIIe siècle. Il était d'abord un disciple de Leibniz, et son point de départ est une angoisse que la vision de son maître débouche sur la mort de l'art. Pourquoi ? Parce que si on applique la logique de Leibniz, la couleur, par exemple, n'est plus qu'une propriété physique. Elle n'a plus rien de spirituel. Baumgarten va alors penser le beau comme relation, plutôt que comme concept. C'est beau parce que cela entretient une relation spéciale avec le spectateur, et aussi parce que cela répond de façon pertinente aux autres œuvres d'art. C'est la naissance simultanée de l'esthétique et, chère Mireille, de l'histoire de l'art. Le rôle de l'artiste est alors analogue à celui du philosophe. Ainsi, l'artiste cherche à opérer, si vous voulez, une clarification parfaite dans le domaine du sensible, et le philosophe fait la même chose pour les discours intelligibles. Il s'agit donc de fonder une véritable science du sensible. Baumgarten ne se démarque pourtant pas totalement de Leibniz. Ainsi, la raison, qui est de nature divine, doit conserver la primauté de prestige, mais le sensible, qui n'est qu'une expression confuse, si vous voulez, de la volonté de Dieu, est tout de même digne d'intérêt parce que l'homme y est irrémédiablement inscrit. Une œuvre d'art peut alors être définie comme une totalité organisée, dont l'intérêt ne réside pas dans ses propriétés, mais dans sa raison d'être, c'est-à-dire la relation qu'elle entretient avec le spectateur et avec les autres œuvres d'art. Puisqu'elle n'appartient pas au discours intelligible, l'œuvre d'art est, si vous voulez, dans une sphère préconceptuelle. Mais cela permet du même coup son attrait. Ainsi, là où le discours intellectuel exigerait l'universalisation de l'œuvre d'art, le fait qu'elle appartienne au discours sensible lui permet un caractère particulier et unique.
Ainsi, l'esthétique telle que l'a pensée Baumgarten permet d'élucider le mystère de l'art. Alors vous avez peut-être vu qu'un ordinateur avait réussi à recréer un tableau en suivant la technique de Rembrandt. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur les évolutions et les liens qui se tissent entre technologie et beauté? Est-on arrivé aujourd'hui à un jour où l'ordinateur est capable de lui-même de créer une œuvre d'art? Oui, bah c'est une excellente question. Et d'ailleurs, quand on en parle avec Florent Asiosmanov, hein, qui fait du living art, ce qu'on appelle du living art, donc de l'art qui utilise les outils numériques, il considère que oui, les nouvelles ressources pour faire de l'art aujourd'hui, c'est le numérique, mais il garde cette vision dont Frédéric nous a parlé, qui est que les outils numériques restent un moyen de produire de l'art, mais que les ordinateurs ne peuvent pas créer de l'art parce qu'ils ne peuvent pas créer cette relation entre l'artiste, entre l'œuvre et la personne. Donc voilà, et en cela, sa vision rejoint un peu celle de François Nicolas, le compositeur, qui dit que si l'on considère que l'art recherche l'expression d'une certaine beauté, alors non, les ordinateurs ne peuvent pas créer de l'art, de la beauté. Puisque les ordinateurs et les codes sont simplement capables de reproduire, de répéter. Et la beauté, selon lui, doit nous amener au-delà de ce qu'on connaît déjà. C'est une percée vers autre chose. Et de plus, pour produire quelque chose de beau, on doit avoir une sensibilité, c'est-à-dire pouvoir user de nos sens pour savoir si quelque chose est intéressant, ennuyant, sonne bien, etc. Et les ordinateurs sont incapables de sensibilité, donc non, les ordinateurs ne peuvent pas remplacer les hommes dans la production d'art. Et vous, Frédéric, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens qui prétendent qu'on peut créer de l'art avec des outils numériques? Eh bien écoutez, je crois qu'avant tout, il faut de la clarté. Et cette clarté nous permettra de réaliser que l'art est une relation et n'est pas définie par des critères objectifs comme nous les avons pu, je crois, le définir lors de cette émission. Et dans ce sens, je pense que l'ordinateur est un outil utile dans l'évolution de l'art et un outil qui va permettre de l'innovation dans la mesure où nous resterons proches des concepts et du rôle de l'art dans la société. Merci à vous deux pour ces explications très précises, à la fois sur l'histoire de l'art et sur l'histoire des idées, pour tenter de retracer le concept de beauté. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel opus de Pixel Moi.